Bonjour Men, nous vous présentons une nouvelle émission qui se focalise sur l'actualité des immigrés ainsi que les communautés hautes. Georges Boudagu Makoko au micro. Voici les principaux titres. Un avertissement pour les immigrants qui viennent d'arriver dans le Maine, qui rencontrent les fraudeurs se présentant comme quelqu'un qui peut les aider dans les dossiers d'immigration. ILAP qui offre des services juridiques aux immigrants fête ses 30 ans d'existence. Nous parlerons aux clients qui ont bénéficié de ces services. Titi Debakara, un artiste connu désormais au Maine, a récemment publié un livre intitulé Need for Change. Nous avons Titi avec nous. Les détails dans un instant. This program is sponsored by Maine Humanities Council, a statewide nonprofit that uses books, poetry, and big ideas to bring people together to discuss issues of importance. Maine Humanities Council offers facilitated discussion projects, speaker events, grant funding, and more. Maine Humanities Council would love to work with you to bring programming into your organization and your community. Please visit mainehumanities.org to learn more. Bonjour Maine, une émission de contact qui a pour but d'informer les francophones sur ce qui se passe au Maine. Au micro, Georges Boudagu Makoko. ILAP, une institution qui offre des services juridiques aux immigrants, fête ses 30 ans d'existence dans le Maine. Les fondateurs se rappellent de ces premiers jours où les immigrés ne pouvaient pas obtenir l'aide tant désirée pour faire leur dossier de demande d'asile ou de réunification familiale. Peter Dervin, le premier président du conseil d'administration, se félicite du pas réalisé et dit que ILAP n'a pas cessé de grandir, mais la demande est désormais supérieure aux ressources disponibles. Adèle Ngoï fut une cliente bénéficiaire de services d'ILAP et après, elle a été élue au conseil d'administration. Elle est avec nous. Je connais ILAP depuis 2000. Depuis 2000. Wow. J'étais leur client et puis j'étais dans le board directeur pour 12 years, pour 12 ans. Et puis bon. Tu as été client d'ILAP. J'étais client d'ILAP et puis j'étais dans le board directeur. Après 12 ans. Dis-moi ton expérience en tant que client. Comment est-ce qu'ils t'ont reçu? Oh, ils m'ont reçu avec beaucoup de respect. Ils m'ont beaucoup aidé. Et ils m'ont aidé à faire venir ma famille ici. Wow. Yeah, ils m'ont aidé dans ça. Et puis, ils sont toujours welcoming. Je ne connais pas welcoming en français. Yeah. Serviables. Et puis, ils sont attentifs. Ils écoutent. Yeah. Sans ILAP, les gens seront perdus. Beaucoup de gens seront perdus. Les gens, il y a beaucoup de gens qui essayent d'imiter ILAP. Mais c'est une imitation. Ce n'est pas la même chose. Le travail n'est pas le même. Le travail n'est pas à la hauteur. Ils ont des personnes qualifiées pour faire ce travail. Yeah. Ils ont des bons staff. Maintenant, vous êtes passé du client maintenant administrateur. Yeah. J'étais board member. Tu étais board member. Yes. Comment était ton expérience en tant que board member? Quand tu es là, tu te rappelles comment ils t'ont aidé? Yeah. Quelles sont les émotions? Les émotions, je voulais toujours donner le meilleur de moi-même. Et puis, et j'étais toujours, quand on débattait de problèmes, je me retrouvais parce que j'étais cliente. Et puis, j'avais vraiment un input efficace parce que étant cliente et maintenant board member, et puis ils écoutaient ce que je leur disais parce que je parlais sur expérience, par expérience. Alice Caboret gère le programme au projet Hope Act. Son projet collabore avec ILAP. Dans notre service, nous servons uniquement les immigrants, les demandeurs d'asile. Et ILAP, c'est vraiment une ressource pour nous. Quand nous rencontrons donc des difficultés, nous avons des partenaires à ILAP, nous leur envoyons des emails, parfois ils font des réunions avec nous, parfois en Zoom, parfois en personne, pour nous encadrer davantage, nous montrer certaines choses, comment nous pouvons faire pour assister les gens. Et tous les cas difficiles que nous rencontrons, nous les référons à ILAP pour traitement. Je suis en train de me demander si on n'avait pas ILAP à Maine, quel serait le sort des immigrants? Wow, vraiment,
Je ne sais pas ce que seraient les immigrants s'il n'y avait pas ILAP. Franchement, ILAP, c'est une vraie ressource pour la communauté parce que ceux même qui peuvent lire l'anglais, même si tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu peux entrer sur le site et te nourrir, avoir suffisamment d'éclairage. Parce que le système de l'immigration aux États-Unis, ça change tous les jours et donc ce que tu connaissais hier, du coup, ça va changer, tu n'es pas au courant. Alors, ILAP s'assure de donner chaque fois la mise à jour des nouvelles informations et ce qui est vraiment une ressource très efficace. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu te dis, OK, si je ne peux pas parler à quelqu'un, je vais regarder chez ILAP. Tu vas sur le site et puis tu t'informes. La plupart des gens qui viennent ne sont même pas à mesure de payer les juristes. Et que pensez-vous de ce service pro bono pour les gens? Je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer la gratitude. Parfois, on n'exprime pas, on ne dit pas assez parce qu'on n'a pas la même culture. En Afrique, nous avons la culture orale. On aime faire tout avec la bouche, alors qu'ici, les gens prennent le temps de prendre les cartes pour écrire, ce qui est toujours une petite difficulté pour nous de le faire à temps, parce que c'est fait partie de notre culture. Quand bien même nous savons que c'est la bonne manière, mais ça nous pèse quand même de changer les habitudes, de toujours faire une note d'appréciation pour dire vraiment nous avons apprécié le service. Et même quand bien même nous ne le disons pas par écrit, du fond de nos cœurs, nous sommes reconnaissants. Il y a la gratitude vraiment pour le travail qui est abattu. Si vous avez participé à un séminaire sur les arts ou à une activité de plaidoyer en faveur des immigrants, alors vous connaissez Titi de Bakara. Il est un artiste connu désormais dans le Maine et il a récemment publié un livre intitulé Need for Change. Nous avons Titi avec nous. Bonjour, moi je m'appelle Titi de Bakara, je suis un artiste et je suis un activiste d'origine africaine et je vis à Portland depuis 2015 et je viens de publier un livre intitulé « Prendre un genou pour le changement », en anglais « Taking a knee for change ». Le livre parle d'un groupe de personnes qui militent, qui se bat pour mettre fin au racisme ici dans l'état de Maine. Et donc, nous avons eu la collaboration de 10 photographes qui sont d'origines différentes. D'autres sont des Noirs, d'autres sont des demandeurs d'asile, d'autres sont des immigrés, d'autres sont des Blancs. D'accord? Et donc, ensemble, on s'est regroupés et nous sommes allés dans différentes communautés pour photographier des gens. Et nous leur avons aussi demandé de nous expliquer ce que signifie de se mettre à genoux. Et donc après, nous avons fait beaucoup d'expositions de peinture, nous avons eu aussi des tables rondes. Vraiment, nous avons eu un grand succès, les gens étaient intéressés, les gens sont venus à chacune de nos rencontres. Et après, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour que ce projet continue, que ce projet ne s'arrête pas. Et donc j'ai eu l'idée de publier un livre. Et donc j'ai sélectionné certaines photos, certains témoignages. Et maintenant, j'ai publié un livre avec l'aide de la communauté parce que l'argent est venu par différentes sources. Nous avons reçu une bourse d'une galerie appelée Space Gallery et nous avons aussi collecté des fonds dans les différentes communautés à travers une plateforme qu'on appelle Kickstarter. Donc les gens ont vraiment donné de l'argent, les gens ont montré l'intérêt qu'ils ont sur ce projet, les gens ont démontré que réellement ils veulent qu'il y ait un changement ici à Maine. Et comment est-ce que vous visionnez le changement dans la communauté? Alors, le changement dans la communauté va commencer de manière individuelle. Et puis, pour parler du changement, je pense que nous devons tenir compte de deux aspects. Le premier aspect, c'est de vouloir d'abord changer soi-même. C'est changer, ça veut dire s'améliorer. Devenir quelqu'un qui ne juge pas les autres, quelqu'un qui ne déteste pas les autres, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les autres, quelqu'un qui ne rejette pas les autres parce qu'ils sont d'une différente religion ou bien ils ont une différente couleur de peau. Et puis la deuxième chose, c'est d'être sûr que la société ne va pas nous changer. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'influence. Et lorsqu'on n'est pas enraciné dans la vérité, on peut facilement
être influencés par des mauvaises idées, par la haine, par l'injustice. Donc le changement, ce n'est pas penser comment changer tout un pays ou changer toute une politique. C'est d'abord se changer soi-même, devenir une meilleure personne, une meilleure version de la personne qu'on est. Et ensuite, s'assurer que la société américaine, dans ce qui est là de négatif, ne va pas nous influencer négativement, ne va pas nous changer. Alors, moi, j'essaie de voir votre livre, c'est prendre un genou pour le changement. Vous êtes noir, vous êtes migré depuis l'Afrique, et puis nous sommes dans une communauté auquel souvent nous jugeons racistes, pas souvent, mais maintes fois. Comment est-ce que son message va percer dans des cercles différents afin que ça change, disons, quelqu'un ou quelqu'une d'une manière progressiste, du racisme à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas raciste? Comment est-ce que le message-là peut véhiculer l'information nécessaire dans ce sens-là? Alors, le livre renferme des histoires personnelles pertinentes des Noirs, des Blancs, des immigrés, des femmes, des hommes et même de quelques jeunes. Donc chaque personne va se retrouver, qu'on soit blanc, qu'on soit immigré, on va comprendre ce message. Et ça, c'est vraiment important. Et le livre a aussi pour objectif, c'est de permettre qu'il y ait une conversation. D'accord? Moi, mon rêve, c'est qu'à partir de ce livre, les gens puissent devenir activistes. Activistes dans leur propre communauté, dans leur propre famille, dans leurs écoles. Et aussi que les gens commencent de plus en plus à parler entre amis, entre collègues de travail, de parler un peu de l'injustice, du changement. Et en troisième position, le livre a pour objectif de permettre aux gens de croire qu'une autre société est possible, qu'il est possible que nous ayons une société dans laquelle les gens sont en paix, en harmonie, sont tolérants, sont respectueux des choix des autres ou des différences des autres. Un avertissement pour les immigrants qui viennent d'arriver dans le Maine. Ils rencontrent souvent des fraudeurs se présentant comme quelqu'un qui peut les aider dans la formulation de leur dossier d'immigration. Nous avons un invité afin d'en savoir plus. Je m'appelle Monsieur Mathieu Rengoy. Je suis gérant du programme d'asile à OPA et c'est un réel plaisir pour moi d'être invité par votre organisation pour parler un peu de notre clinique. Merci beaucoup, Monsieur Ngoy. Donc, je voulais un peu te donner l'occasion de nous parler sur le programme, la clinique. En bref, c'est quoi, ça fait quoi, ça a commencé quand, donc, juste en bref. Nous aidons tout simplement les immigrés qui viennent d'arriver et qui doivent appliquer pour leur asile. Bon, la première étape, quand ils viennent, c'est de se faire enregistrer. C'est moi qui les reçois, je les enregistre et puis je leur donne une date à laquelle ils doivent se présenter avec tous leurs documents d'immigration pour que nous puissions les aider à appliquer pour leur asile. Nous ne travaillons pas à leur place. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui doivent dire pourquoi ils ont quitté le pays, leur pays d'origine, pour chercher asile ici aux États-Unis. Alors, quand je les reçois dans mon bureau à Sherman, à OPACT, la première des choses, c'est de vérifier leurs documents. Ceci me permet de savoir comment ils sont arrivés aux États-Unis. Il y a ceux qui viennent par la route, c'est-à-dire, je veux dire ceux qui ont marché, donc qui ont violé la loi sur l'immigration. Je leur explique qu'ils sont déjà placés en procédure de déportation. Parce que quand vous avez été arrêté à la frontière, qu'on vous relâche, cela ne signifie pas qu'on vous dit non, mais là vous êtes les bienvenus aux États-Unis. Non. Vous êtes placé en procédure de détention. Et si vous regardez bien sur le document qui vous est remis, on appelle ça les notices to appear. En fait, c'est un document qui vous charge lorsque vous traversez illégalement la frontière.
l'USCIS vous arrête. Donc, il y a 3 agences. Excusez-moi, c'est le Department of Homeland Security qui vous arrête. Et le Department of Homeland Security a 3 agences. Donc, il y a l'ICE, il y a l'USCIS et il y a le CBP. Alors, ces gens-là, ce sont des polices des frontières. Quand ils vous arrêtent, ils vous délivrent un document qu'on appelle Notice to Appear. En fait, c'est un document qui vous accuse, donc qui vous charge, comme on dit en droit, donc qui vous charge, qui énonce les charges mises à votre personne et qui demande au juge d'immigration de vous déporter parce que vous avez violé la loi. Alors, il y a une date qui est mentionnée sur ces documents et vous devez vous présenter à cette date-là pour vous défendre. C'est pourquoi ceux qui viennent à pied ont... comment je peux dire, ils remplissent leur demande d'asile défensivement. Ils doivent maintenant se défendre contre la décision qui a été prise par le Department of Homeland Security à travers ces 3 agences. Vous devez vous défendre et montrer aux juges que vous avez eu de bonnes raisons de quitter votre pays pour chercher asile ici. Et vous savez, pour ce faire, il faut que votre demande soit assise sur au moins un de ces 5 éléments. Ça doit être lié à la nationalité, à la race, à la religion, ou bien à votre opinion politique, ou bien pour des tortures. Donc, votre demande doit essentiellement être basée sur l'un de ces 5 éléments. Mais si vous arrivez à convaincre les juges, on vous accorde l'asile. Mais malheureusement, si vous n'arrivez pas à les convaincre, vous serez directement déporté. Voilà. Si vous êtes venu avec le visa, là, vous devez appliquer votre demande affirmativement. Donc, juste montrer au juge que vous êtes venu légalement, par la voie légale, mais pour des raisons qui vous sont propres, que vous devez expliquer à l'officier de l'immigration. Bon, vous direz pourquoi vous voulez rester ici. Et voilà. Si c'est concluant, ça va. Si c'est pas concluant, bon, il va vous prendre et il transmet votre dossier chez les juges. Votre cas devient semblable à ceux au cas où vous devez vous défendre et expliquer pourquoi vous êtes allé au-delà de votre visa. Voilà. Quand j'explique un peu sommairement ça à ceux qui viennent nous visiter, je leur donne maintenant le formulaire qu'ils doivent remplir. Je parle en français, les I-589 formulaires. Là, vous devez répondre à toutes ces questions-là. Et puis, vous venez maintenant à la date que je vais vous donner, à la librairie, c'est là qu'il se trouve notre clinique. Et puis, là, vous allez appliquer, nous allons vous aider. Parce que les gens qui viennent, d'autres ne connaissent pas, n'ont jamais utilisé l'ordinateur. Alors, quand ils viennent avec leur formulaire, remplis dans leur langue maternelle, nous les aidons à traduire, je voulais dire translate, à traduire en français et en anglais, et l'application est terminée. Bon, je vérifie un tout petit peu et puis j'envoie l'application chez... Nous avons un avocat, Betsy, qui est là. C'est elle qui a le dernier regard. Il regarde si tout a été rempli correctement et éventuellement il peut donner des conseils. Et puis après, c'est nous qui avons la charge de mettre ces applications dans les enveloppes et à les mettre, à déposer à la poste gratuitement. Enfin, c'est nous qui payons, qui prenons ça en charge. Voilà un peu ce que nous faisons. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui. Je crois que c'est un travail énorme. Je suis en train de voir ça par rapport au volume des entrées où il y a des gens qui arrivent ici en Maine. Et je voulais demander, donc vous recevez déjà quel volume, disons? Bon, en principe, c'est le mercredi que nous avons ce que nous appelons l'intake. Quand les gens viennent, ce n'est pas tous les jours quand vous venez, on vous reçoit. Non, c'est le mercredi que nous enregistrons des gens qui viennent d'arriver. Je vous dis, c'est au moins 15 à 20 personnes
chaque mercredi, mais malheureusement, notre clinique ne peut que prendre 5 personnes par semaine pour question d'ordre, parce que c'est un travail énorme. Alors, au début, on prenait les gens seulement comme service. Il y avait beaucoup de fautes dans les applications, ce qui n'était pas du tout bon. On a jugé que même si nous recevons un mercredi 20 personnes, mais nous allons traiter les 5 premières demandes le jeudi. Alors, ils viennent parce que nous prenons 2 jours. Vous voyez déjà, avec 5 personnes, nous travaillons jeudi et vendredi. Oui, lorsque nous travaillons, nous terminons et les autres vont venir. Et je vais vous dire que nous avons une longue liste d'attente. Malgré le fait que nous référons les gens à ILAP, mais les gens continuent à venir. Bon, c'est notre travail, nous travaillons, nous aidons 5 personnes par jour. Mais jusque-là, je peux vous dire que nous sommes déjà bookés jusqu'à novembre. Il y a des gens qui doivent venir, ils attendent, mais nous leur disons, nous ne sommes pas la seule structure. Vous pouvez aller ailleurs, là, les gens peuvent vous aider aussi, vous offrir le même service, mais ils ne veulent pas, ils semblent qu'ils apprécient la qualité de notre travail. Et bon, nous faisons avec, mais ce n'est pas facile. À la clinique, c'est à la librairie, oui, chaque jeudi de 10h à 16h. Oui, et quand ils viennent, je les reçois, nous les installons devant les ordinateurs et chacun avec la copie de l'application que je leur donne, ils se mettent sur l'ordinateur, ils travaillent. S'ils ont des questions à poser parce qu'ils ne comprennent pas certaines questions, on essaie d'expliquer, mais si c'est une question qui est vraiment juridique, l'avocat est là pour répondre et les aider à appliquer. Mais c'est vraiment un problème. Le nombre de gens continue à s'accroître. Bon, on ne sait pas. Bon. Je voudrais un peu qu'on parle sur l'importance de cette activité à la communauté des immigrants. Donc, c'est quoi quand vous relevez ça, quand vous traitez des cas, donc vous sentez que c'est quelle importance que vous êtes en train d'amener à la communauté avec cette clinique? Ok, oui. La plupart des gens, je parle essentiellement de la communauté africaine, la plupart des gens que nous recevons ont un problème d'abord de langage. Vous savez, c'est un nouveau pays qu'ils découvrent. L'anglais, bon, c'est un mystère pour eux. Personne n'est là pour leur expliquer ce qu'il faut d'abord faire. Bon. Et qui peut leur donner l'information pour dire, quand vous venez ici, vous n'avez qu'1 an pour appliquer pour l'asile. Parce que si vous continuez à déambuler, à apprécier les belles avenues des États-Unis et tout ça, le deadline là d'1 an vous surprend, c'est terminé. Vous êtes déjà placé dans la procédure de déportation, à moins de démontrer des circonstances exceptionnelles qui ont fait que vous ne puissiez pas appliquer pendant les 1 an. Alors, pour ça, il faut trouver des gens de bonne foi, des gens qui sont disposés à vous dire non, vous êtes venus, mais vous devez introduire votre asile. Alors, quand ils viennent chez nous, nous leur disons déjà ça. Bon, maintenant, l'autre problème, c'est quoi? Si vous cherchez un bénéfice, vous allez à GIE ou je ne sais pas quoi, on ne peut rien vous donner jusqu'à ce que vous allez démontrer que vous avez introduit une demande d'asile. Parce que quand vous introduisez une demande d'asile, c'est que vous montrez que vous voulez rester, Mais tant que vous ne demandez pas l'asile, bon, il n'y a pratiquement pas de raisons qu'on... Oui. Il faut montrer d'abord que non, j'ai demandé l'asile. À ce moment-là, vous pouvez demander les bénéfices, même chercher une maison housing, les bénéfices CGI. Il faut avoir la preuve que vous avez appliqué pour l'asile. Voilà. Mais maintenant, l'autre revers de la médaille, c'est quoi? C'est que nos frères et sœurs tombent entre les griffes des margoulins. Ou des fraudeurs. C'est des gens qui n'ont aucune compétence, mais qui veulent seulement dire non, écoutez, je vais vous aider à payer votre asile, donnez-nous 1200, 1100. Et ce sont ces gens-là qui se proposent même de vendre des histoires, c'est des histoires de dormir debout. C'est vous qui avez fui votre pays, mais c'est quelqu'un qui commence à vous expliquer vous-même pourquoi vous avez fui votre pays. Ça n'a pas de sens. Alors,
comme ils sont dépaysés, il n'y a pas de structure d'encadrement. C'est avec le peu qu'ils ont eu en venant, ou je ne sais pas comment ils gagnent, ils vont donner à ces fameux pasteurs, je ne dis pas tous les pasteurs, ceux qui se font passer pour des pasteurs qui font ça, ils font payer très cher ce genre de services, et puis ils appliquent pour eux, et ils le font très mal. Et des fois, il y a des retours. Ouais, on renvoie l'application parce que ça n'a pas été correctement rempli. Et vous verrez 10 personnes avec la même histoire. Vous racontez la même chose, vous racontez la même. Et à la fin, on va se rendre compte, non, c'est une seule personne qui a fait pour eux. Et à qui ils ont remis $1,000 ou $800. Ouais, c'est vraiment très, très compliqué. En fait, c'est ça le réel problème. Alors, quand ils viennent chez nous, nous les aidons. C'est-à-dire, nous disons, non, la raison pour laquelle vous avez fait votre pays, vous pouvez ne pas connaître l'anglais, mettez ça dans votre propre langue. Nous allons lire avec l'aide de l'avocat, on va exactement traduire vos pensées telles que vous les avez mises sur le document, mais en votre langue maternelle. Comment est la fraude dans ces histoires? En fait, le problème, c'est quoi? C'est toujours dans la communauté, là, qu'il y a des charlatans. Quelqu'un qui vient vous dire, non, mais ces gens, vous venez d'arriver. Non, mais allez voir telle personne. Elle a fait pour moi ça marchait. Et puis, la personne va aller. Et puis, vous verrez l'immigration rejeter son application. Ou bien son clock est fermé, et puis il vient. Mais depuis que j'ai fait l'application, je n'ai jamais eu de suite. Et quand vous regardez comme ça, il a envoyé une mauvaise adresse. Et quand vous lisez ce qu'il a écrit dedans, mais c'est pas possible. Qui a fait ça pour vous? Non, j'ai été recommandé par telle personne. C'est tout un circuit. C'est lui qui vous recommande, qui vous envoie chez les pasteurs, parce qu'il sait quand vous allez donner l'argent chez les pasteurs, on va lui retourner aussi quelque chose. Ils sont victimes. Ils sont victimes de ça. C'est une chaîne. Oui, toute une chaîne des gens. Comme je peux dire, une association des malfaiteurs là. Bon, j'ai entendu ça. Vous voyez des gens qui viennent, quand vous posez la question. Bon, en fait, le problème aussi, ce sont les victimes elles-mêmes. Hein. Elles ne s'ouvrent pas. Vous avez donné combien d'argent? Non, je n'ai rien donné. Vous n'avez rien donné, il a fait ça. Et c'est à la fin, lorsqu'il est fatigué, qu'il vous dit non, mais il m'a demandé $600. Regardez ce qu'il a fait. C'est gratuit, vraiment gratuit. Jusqu'à mettre à la poste, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est une organisation qui est faite pour eux. Mais maintenant, les problèmes, c'est quoi? Les mêmes charlatans là sont très forts, sont très influents. Ils vont trouver les mêmes victimes pour dire non, n'allez pas au Pax, n'allez pas à ILAP, ça va prendre du temps. Et vous savez comment ces gens-là fonctionnent. Non, vous devez vite appliquer. Le pauvre se livre à eux. Et puis, quand il y a des conséquences, ils retournent maintenant pour dire maintenant, assurez la suite. Non, ils vous disent maintenant, allez à ILAP, allez à OPAX, ou bien allez chercher un avocat. Donc, nous disons à nos frères et sœurs, désormais, évitez. Oui, évitez de vous faire arnaquer pour rien. Vous venez d'arriver, OPAX existe, ILAP existe. Il y a même des avocats, comme nous disons en latin, prodeo, pro bono. Allez-y, ce sont des gens qui peuvent vous aider utilement et vous conseiller utilement au lieu de vous fier aux gens qui n'ont pas de qualité. Venez à OPAX, vous n'avez pas besoin de rendez-vous pour ça. Pour l'information, venez tout simplement dire je viens d'arriver, j'aimerais introduire ma demande d'asile. On va vous expliquer toutes les étapes. C'est aussi simple que ça. Et puis tout est fait gratuitement, même le work permit. Tout est fait gratuitement, vous n'allez rien dépenser. Ces structures peuvent les prendre en charge, lui expliquer comment est le système judiciaire aux États-Unis, comment on applique l'asile. Et c'est très important, vous allez l'aider plutôt que de le rouler ou de l'envoyer entre les bras des certains rapaces, oui, des bandits. Et puis à la fin, vous voyez quelqu'un qui se retrouve un an en train de tournoyer, et il croit qu'il a appliqué l'asile alors que l'asile a été envoyé à une mauvaise adresse. Et puisqu'il a des problèmes avec l'immigration, vous voyez, il devient, comment je peux dire, dépassé, et ça ne fait pas bien. Ok, tout ce que je peux dire, c'est ça. Même vous autres qui n'avez pas encore introduit votre demande d'asile, venez à OPAX. Vous allez trouver toute une structure assise, prête à vous accueillir et à vous aider. Et j'insiste, sans rien dépenser. Nous sommes à la fin de ce journal et nous vous remercions sincèrement de nous avoir prêté une oreille attentive. Vous avez une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous
ou envoyez-nous un message à amjamboafrica@gmail.com. Georges Boudagou Makoko au micro. Je vous invite à la prochaine et prenez soin de vous-même. Ciao.